Bonaparte et l'Égypte. Deux noms qui suscitent tous les fantasmes. Deux noms étroitement associés en cette fin d'un XVIIIe siècle agonisant d'avoir accouché de la Révolution française. Mais qu'est-ce qui a pu décider le jeune et très populaire général de la République à se lancer dans une entreprise aussi incertaine? Sans doute, tout simplement, le désir d'acquérir un supplément de gloire. Une gloire incontestable, irradiante, pour revenir à Paris en triomphe, à l'instar d'un César à Rome, après de fulgurantes victoires, et avoir fait son apprentissage de chef d'État à la tête d'un immense pays, passant ainsi du génie militaire au génie politique. « 30 juin 1798. Plus de 300 navires font face à la ville d'Alexandrie. Campé sur le château arrière de l'Orient, son vaisseau amiral, Bonaparte scrute ses côtes d'Égypte, dont il a souvent rêvé. C'est vrai. La réalité a rejoint mes rêves. Me voilà face à la ville créée par Alexandre, et siège des amours de César et de Cléopâtre. Mon destin me conduit à inscrire mes pas dans leurs traces. À mon tour, je vais écrire l'histoire. Oui, il est en train d'écrire l'histoire, alors que pêle-mêle se bousculent dans sa tête les souvenirs d'enfance de l'école de Brienne, où petit Corse mal aimé, il rêvait déjà de gloire et de conquête. Celle de ses héros, Alexandre le Grand et César, dont il s'est nourri par ses lectures tout au long de son adolescence et de sa jeunesse désargentée de jeune officier. Bonaparte a toujours été attiré, fasciné par l'Orient et parvenu à l'âge adulte, il est persuadé que c'est en Orient qu'on fait de grandes choses. Parce que les grands hommes de l'Antiquité ont tous, à un moment ou à un autre, eu affaire avec l'Orient, évidemment, Alexandre étant, lui, l'oriental par excellence, dans l'esprit des jeunes gens de cette époque. Quand le ministre des Relations extérieures m'a proposé de conquérir l'Égypte, une fièvre s'est emparée de moi. Oui, il fallait aller en Orient. Toutes les grandes gloires viennent de là. L'idée de gloire est une idée centrale de la réalisation des hommes de cette époque. Ces hommes n'ont pas l'Antiquité comme référence, ils se considèrent comme les successeurs des Antiques. Il fallait encore convaincre les directeurs du bien fondé de cette ambitieuse entreprise. Mais ce ne fut qu'un jeu pour M. de Talleyrand, avec l'aura de ma gloire italienne et l'argument de couper la route des Indes aux Anglais. Évidemment, des esprits chagrins ont aussitôt pensé à une manœuvre pour m'éloigner. Comme si prendre le pouvoir aurait pu être dans mes intentions. On n'envoie pas 50 000 hommes, la meilleure armée de la République, pour occuper un homme. Non, on veut combattre l'Angleterre et on sait que c'est en Égypte qu'il faut combattre l'Angleterre pour lui couper la route des Indes. Et Bonaparte est tout désigné pour occuper cette fonction. Dès cette nuit, je vais débarquer avec mon armée. Puis j'écraserai les Mamelouks, je m'installerai au Caire. Et bientôt, je vais pouvoir réorganiser un État sur des bases modernes, grâce à la commission scientifique que j'ai emmenée avec moi. 135 chefs de file savants. Ce sont à la fois des graveurs, ce sont à la fois des hydrauliciens, ce sont des spécialistes de chimie, ce sont des spécialistes d'agriculture. On est en présence là d'une génération qui est la génération des hommes des Lumières. Ce sont des hommes curieux, ce sont des hommes aventuriers, et ce sont des hommes qui surtout considèrent qu'ils ont une mission. Ils ont une mission sur cette terre, c'est de faire triompher les Lumières, faire triompher l'organisation du monde en système. C'est qu'on est au lendemain de la Révolution française, et la Révolution française veut exporter dans le monde entier, diffuser les Lumières. Et donc, c'est aussi une opération politique. Et toute l'équipe de savants qui va accompagner Bonaparte, elle aussi, elle est passionnée par une aventure dont elle ne sait pas grand-chose. Sur le seul nom de Bonaparte, nombreux étaient ceux qui se portaient volontaires, sans même savoir où ils allaient. Seul Monge était au courant. Mais ce secret qui enveloppait l'aventure ne faisait
qu'en renforcer l'attrait. On sait qu'il se prépare quelque chose, on sait qu'on réunit des troupes à Rome, à Toulon, des flottes se mettent en marche, mais tout le monde ignore la destination de ces troupes. Il y a au total 50 000 hommes qui prennent la mer et qui ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas parce qu'il ne faut surtout pas que les Anglais le sachent. Yes. At that time, we did not know the exact location of those damned French. But Admiral Nelson was searching for them all over the Mediterranean, aiming to destroy their vessels. Only one question haunted him day and night. Where in the bloody hell is that dog Bonaparte? Le secret était notre seule arme contre la flotte anglaise. Et c'est une fois embarqués et voguant à toute voile au milieu de la Méditerranée que nous avons pu révéler aux soldats et aux savants notre destination exacte. Et il est à la tête d'une flotte gigantesque, immense. Si les Anglais la découvrent, ce serait une catastrophe, parce que ce sont des navires trop lourdement chargés. On emporte des troupeaux entiers pour nourrir tous ces hommes. Oui, jusqu'aux côtes d'Égypte, la crainte de la redoutable flotte anglaise avait été la préoccupation paranoïaque du général. D'autant qu'une autre inquiétude avait rongé Bonaparte. L'inquiétude balayée par une excellente nouvelle, m'attendant au large de Malte. Le convoi en provenance de Rome, commandé par mon cher général Dessay, et dont nous étions sans nouvelles. Quel soulagement ça a été de retrouver toute l'armada française. Gaspard Monge put enfin rejoindre son confrère Berthollet à bord du vaisseau amiral, et nous prîmes possession de l'île de Malte en quelques heures et quelques coups de canon. Le général a fait aussitôt libérer tous les esclaves musulmans. Nombreux sont avec moi, ici, prêts à débarquer avec nos troupes, et vont nous servir d'interprètes et diffuser mon message de bienveillance vis-à-vis de l'islam. Bonaparte les libère et les renvoie vers Tunis et vers Alger, porteur d'un message. Je ne suis pas l'ennemi des musulmans. J'ai le plus grand respect pour le Coran, la plus grande admiration pour le prophète. Il est impératif que notre arrivée soit perçue comme une libération du joug des Mamelouks, et non comme une ultime croisade. Je pense qu'il a bien réfléchi sur la question des croisades. Et donc il voulait se présenter en anti-croisade. Il fait précéder son arrivée de toute une série d'actes et de messages, de façon à ce qu'on comprenne bien que son expédition, ce n'est pas une nouvelle croisade, c'est autre chose. C'est la République qui va en Égypte pour permettre aux Égyptiens de secouer le joug des Mamelouks. Secouer le joug des Mamelouks, pense Bonaparte sur le point de débarquer avec ses troupes sur les côtes égyptiennes. Et c'est un chaos de pensées qui viennent s'entrechoquer dans sa tête, mêlant ses rêves de gloire d'adolescent avec les images toutes neuves des 6 dernières semaines. Sa joie d'avoir retrouvé son ami le général Dessay, sa prise de l'île de Malte, son soulagement d'avoir échappé à Nelson et d'être arrivé sans encombre jusqu'à son but. Même si, sans se l'avouer, il est un peu déçu par la vue d'Alexandrie. L'Alexandrie de l'Antiquité n'a plus rien de ses splendeurs passées. C'est un petit bourg de quelques milliers d'habitants, un bourg poussiéreux. La côte s'étendait comme un ruban blanc sur l'horizon bleuâtre de la mer. Pas un arbre, pas une habitation. Le silence et la désolation. Mais nous avons pu sans coup férir récupérer notre consul à Alexandrie. Le consul Magalon m'a informé que la veille, une flotte de 14 vaisseaux britanniques mouillait au large d'Alexandrie. Il faut sans tarder prendre le port au cas où Nelson reviendrait. J'ai ordonné le débarquement immédiat. Cependant, la mer est démontée et l'amiral Bruet insiste vigoureusement pour attendre des conditions plus clémentes. Mais on ne discute pas un ordre de Bonaparte et l'amiral finit par s'exécuter à contre-cœur. C'est la nuit, la mer est agitée, il y aura des noyés, des morts, des blessés. Mais qu'importe, le corps expéditionnaire français prend pied sur la terre d'Égypte. Premier objectif, Alexandrie. Très vite, on prend cette petite ville d'Alexandrie et on pense déjà à l'étape suivante, le Caire.
Le Caire, centre névralgique de l'Égypte, est l'objectif principal de Bonaparte. Deux routes possibles, la plus raisonnable en remontant le Nil et la plus rapide en traversant le désert. Alors nous sommes en plein juillet, il fait très chaud et en même temps il y a une échéance. C'est qu'à la fin de l'été, il y aura la crue du Nil. Le Nil va monter et il sera impossible de passer. Alors Bonaparte décide de prendre la route la plus courte et la plus difficile, la route du désert. On est toujours en présence, avec Bonaparte et Napoléon, d'un homme qui essaye de plier les éléments à sa volonté. On va traverser le désert avec une armée qui n'est absolument pas équipée pour cela. Avec des Bédouins qui sont là à guetter l'armée française et à massacrer les retardataires. Ça sera un véritable calvaire pour ces soldats. Il y aura des suicides au cours de cette traversée effroyable. Mais Bonaparte a un objectif, il veut arriver au Caire le plus vite possible. Et au Caire, l'atmosphère est très tendue. Jabarti, un notable égyptien, l'évoque dans sa chronique. لقد أعلن العلماء الجهاد في كل المدينة بينما قائدنا المملوكي مراد بك خرج لملاقاة القزاة صارخا ستغطي جهافل الفرسان والمشاة والمدافع الأفق من أجل اجتفاف هؤلاء الفرنسيون الملايين الكفرة إن الأرض تستعد من الآن لشبرهم دمهم حتى آخر واحد فيهم. Nous avons commencé à marcher sur le Caire le 3 juillet à 2 h du matin. Nous avancions en formation carrée. Il n'y avait pas moyen de s'en détacher pour aller se désaltérer dans le Nil, tout proche. À 14 h, nous sommes arrivés face au village d'Imbaba. لقد زرع مراد بك أكثر من 6,000 فرس و4,000 من المشاة وأكثر منهم عددا من المتطوعين من سكان القاهرة. On a d'un côté une armée, je dirais, européenne, qui plus est la meilleure armée possible à cette époque, qui est dotée d'artillerie, qui est dotée de principes de manœuvre qui sont extrêmement stricts. Et puis face à eux, on a évidemment une masse d'infanterie, mais on a surtout les cavaliers mamelouks qui, eux, font un peu la guerre à leur façon. Au loin, l'on voyait les silhouettes des 3 pyramides. J'ai tout de suite su que mon étoile me soutenait et que j'appellerais cette victoire la bataille des pyramides. Et oui, Bonaparte, comme toujours, forge sa légende avant même le choc et s'adresse à ses troupes. Soldats, faites votre devoir. Songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Alors, il n'a probablement pas dit les choses comme ça, pas exactement, mais après coup, évidemment, on a forgé toute une légende et cette phrase est entrée dans l'histoire. Je ne me souviens plus très bien de la phrase exacte. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je sentais dans mon cou le souffle puissant de Pharaon, d'Alexandre, de César. Mes pieds s'inscrivaient dans leurs traces, écrivant l'histoire. Peut-être étais-je en train de fonder l'empire dont j'avais toujours rêvé. À 16 h, des milliers de cavaliers mamelouks foncent vers les troupes du général Dugas, puis bifurquent brusquement pour se glisser entre les divisions de Say et Régnier. Les cavaliers mamelouks ont la réputation d'être de formidables cavaliers, très armés, très dangereux, très cruels. Mais les Français arrivent avec une technique qui a déjà été un peu expérimentée en Europe, mais que Bonaparte va réellement appliquer dans la fameuse bataille des pyramides, c'est-à-dire la formation en carré. Le seul fait génial dans la bataille des pyramides, c'est que Bonaparte choisit cette formation en carré, comme pour dire aux Mamelouks, mais vous êtes de grands chargeurs, ben venez, on vous attend. Et quand ils approchent du carré, on tire. J'avais donné l'ordre de ne pas bouger, de ne tirer qu'au commandement des officiers, au dernier moment, pour une efficacité maximale. Ce fut un véritable carnage.
nos soldats furent si fermes dans leurs rangs que l'ennemi put croire qu'ils étaient attachés ensemble. Aguerris à ces mêlées sanglantes, armés jusqu'aux dents, protégés par des côtes de mailles et chevauchant les meilleurs chevaux du monde, les Mamelouks chargeaient tels des centaures de l'enfer, avec fougue et courage, mais pour finir déchiquetés par le feu nourri de nos fusils et la mitraille de nos canons. Leurs chevaux se cabraient contre nos murs de baïonnettes. Et certains Mamelouks sont venus expirer jusque dans nos rangs. Dès lors, c'est la débâcle chez l'ennemi. Mourad Bey décide de s'enfuir, tandis que les Français chargent et investissent le village d'Imba avec le chant du départ éclatant hors de leur poitrine. Après avoir anéanti la meilleure cavalerie du monde, le Caire était à portée de ma main. J'étais en une seule victoire maître de l'Égypte. Dommage que ce soit en ce même jour de triomphe que j'apprenne les infidélités parisiennes de ma femme. Cuckold. The little Corsican is a cuckold. We know this thanks to our spies in Paris. Besides, the lady hardly hides the fact. Au Caire, c'est l'effroi qui domine, à l'idée de ces hordes d'infidèles qui vont se déverser dans la capitale. Et les oulémas, réunis avec les notables, se concertent pour décider très vite d'envoyer des émissaires à Bonaparte pour lui offrir la capitulation de la ville. J'ai exigé de la nourriture, de la paille et des bateaux pour franchir le Nil et accéder à la capitale. Et j'ai fait placarder une proclamation dans toute la ville. Peuple du Caire, je suis venu pour détruire la race des Mamelouks et protéger le commerce et les naturels du pays. Que la prière ait lieu aujourd'hui comme à l'ordinaire. Ne craignez rien pour vos maisons, vos familles, vos propriétés, et surtout pour la religion du prophète que j'aime. Il va imprimer des textes en diverses langues sur place, à destination des Égyptiens en arabe, à destination de son armée en français. Ça sera la première fois que l'imprimerie est utilisée en Afrique. Avec l'aide de l'imprimerie, je veux séduire ce peuple d'Égypte. Qu'ils comprennent bien que nous sommes venus en libérateurs pour détruire la caste des Mamelouks qui l'oppriment depuis des siècles. Bonaparte arrive en Égypte avec une vision très moderne des choses. Il ne va pas en Égypte pour combattre l'islam, combattre les musulmans. Et il va essayer d'en convaincre son armée républicaine. C'est pour moi de la plus haute importance. Je dois convaincre mes soldats de respecter l'islam et ses traditions. C'est à ce prix que je pourrai refonder le pays des pharaons. Puissant, prospère, orgueilleux, riche de son commerce, de son blé, de ses épices. Nous allons installer en Égypte une administration efficace et juste. Construire de grands équipements modernes. Alors Bonaparte arrive au Caire, s'installe dans l'un des plus beaux palais mamelouks et cherche aussitôt d'autres palais contigus pour y installer ses savants et ses artistes. Il va créer au Caire une véritable cité scientifique. Et ça, c'est très moderne, c'est très en avance sur son temps. Dès mon arrivée, j'ai voulu que nos savants aient un lieu confortable et pratique pour leurs études et expériences. Et j'ai organisé un nouveau gouvernement de l'Égypte, excluant les Mamelouks. Bonaparte a créé deux grandes institutions en Égypte. L'Institut d'Égypte, qui existe encore de nos jours, et après le divan, une sorte de conseil d'administration du pays par les oulémas. C'est une chose inouïe. Depuis les pharaons, les Égyptiens eux-mêmes n'ont jamais gouverné leur propre pays.
La tâche devant Bonaparte est immense et il s'occupe de tout, même de mettre au point une nouvelle tenue pour l'armée, adaptée au climat. 2 modèles lui sont proposés. La tenue à la mode orientale avait ma préférence, car elle allait dans le sens de ma stratégie d'intégration aux coutumes du pays. Mais évidemment, les membres de mon état-major ont poussé des hauts cris et unanimes ont préféré celle à la mode française. Je me suis soumis à la volonté majoritaire. Pendant ce temps-là, les soldats français se familiarisent avec le Caire et ses habitants. أننا نشاهدهم يسيرون في الأسواق دون أي مظاهر للأعداد تجاهل الناس، بل الأكثر من هذا أنهم يذبحون مال السكان ويدفعون لهم ثمن الطعام الذي يشتهونه. Et puis des fêtes et des bals sont organisés. Des tavernes et des guinguettes ouvrent leurs portes pour distraire les Français en respectant leur goût. Ainsi, le Tivoli, le plus connu d'entre eux, que Bonaparte a autorisé personnellement et qu'il fréquente. Le général y a rencontré une jeune Française ravissante, Pauline Fourès, dont les charmes ne l'ont pas laissé indifférent. A lieutenant's wife. And to rid himself of the husband, the general promoted him captain and sent him to France with an insignificant message for the Directoire. But we intercepted the ship and forced the unfortunate lad to go back to Cairo, where he found his wife in bed with Bonaparte. Cette jeune femme rencontrée au Tivoli m'a mis d'humeur joyeuse. J'aimerais qu'il en soit ainsi pour tout le monde. Et donc que le plus vite possible existe de nombreux lieux de distraction et de détente pour mes officiers, mes soldats, mes savants. Mais aussi ouverts aux Égyptiens, qu'ils puissent rire, danser et boire. الخمر إنه العار بعينه. C'est un coup de tonnerre qui éclate le 1er août 1798, saisissant de stupeur le vainqueur des pyramides. Eh oui, l'étoile de Bonaparte était occupée à autre chose ce jour-là. Je viens juste de prendre connaissance de cette terrible nouvelle. Notre flotte en baie d'Aboukir a été débusquée par ce maudit Nelson. Et sa flotte, dans une manœuvre extrêmement audacieuse, va prendre les navires français en tenaille. Et les navires français, immobilisés à l'ancre, forment de belles cibles. Sans compter qu'une grande partie du meilleur de leurs équipages est partie à terre. En théorie, les 2 flottes s'équilibrent. Mais dans la réalité, les Britanniques ont de meilleurs canons, une meilleure poudre et des marins en meilleures conditions physiques et psychologiques. Bilan, une destruction en règle de notre flotte. 1700 morts, dont l'amiral Bruet. Nos marins défont ce que font nos soldats. La flotte est détruite. Et donc Bonaparte est prisonnier de sa propre conquête. Et à partir de là, il reconfigure tout son projet. C'est à partir de là qu'il commence à envisager un établissement durable. Donc pourquoi pas se convertir à l'islam? Faire étudier par les savants tous les grands équipements qui permettraient à l'Égypte de se moderniser. Nous voilà dans l'obligation de faire de grandes choses, de fonder un grand empire. Des mers dont nous ne sommes pas maîtres nous séparent de la patrie, mais aucune mer ne nous sépare ni de l'Afrique, ni de l'Asie. Il réagit avec sa volonté, sa force, son génie finalement, en disant à ses généraux, voilà, nous n'avons plus de flotte, nous avons perdu du matériel scientifique, nous avons perdu du matériel militaire, il va falloir tout reconstruire. Nous ne manquerons pas d'hommes pour recruter des cadres. Nous ne manquerons pas de munitions de guerre. Nos savants pourvoiront nos approvisionnements. Vêtements, nourriture, transport, armes et poudres. Savants, artistes, militaires, tout le monde est mis à contribution. Des dragons, des hussards redeviennent maçons, terrassiers, imprimeurs, boulangers. Dans une perspective coloniale à long terme, Bonaparte organise une économie autosuffisante. Et la prise en compte de l'islam devient pour lui prioritaire afin d'asseoir son pouvoir. Il veut s'appuyer sur les oulémas, sur les chefs religieux, pour contrôler le pays. Mon inclination personnelle ne penche pas naturellement vers la foi.
Mais j'ai toujours considéré leur religion comme indispensable à l'ordre social. Car il n'y a qu'elle qui puisse faire supporter aux hommes les inégalités de rang. Il arrive en tenant un langage très étonnant, en disant « Moi, je suis un admirateur de l'islam. Je suis un admirateur du prophète et de son glorieux Coran. » Alors, évidemment, les oulémas sont un peu troublés. À partir de rien, le prophète a créé une religion et un empire. Comme lui, j'espère que le moment ne tardera pas où je pourrai fonder un régime uniforme, basé sur les seuls vrais principes de l'Alcoran, que je respecte et admire. Les oulémas n'étaient pas dupes. Ils ont compris que, de la part de ce général, il y a un aspect un peu pragmatique. Une des choses que révèle cette expédition, c'est sa faculté de s'adapter à des circonstances radicalement différentes. Il va même, à un moment d'ailleurs, se prendre au jeu et se mettre en tenue turque. Ce sont ces généraux qui vont lui dire que c'est un peu ridicule. Mes généraux n'ont rien compris. Le sabre et l'esprit sont les deux puissances qui gouvernent le monde. Mais à la longue, l'esprit prend toujours le dessus. La maîtrise de l'Égypte passe donc par notre adhésion à l'islam et à ses coutumes. Quelle était l'histoire de la conversion de Bonaparte? Bien, il a bien compris que pour rester en Égypte, il fallait bien qu'il devienne musulman. Les oulémas ont pris au mot notre général. Ils lui ont dit, si vous admirez tellement l'islam et les musulmans, faites-vous musulman, vous et votre armée. J'ai répondu que deux grands obstacles s'opposent à ce projet. La circoncision et l'interdiction de boire du vin. Et là, très habilement, les oulémas disent que sur ces deux points, on peut faire une exception. إن حكمة كبار علمائنا كانت عظيمة فقد قالوا له أن الختان هو النوع من الكمال ولكنه ليس ضروريا أما شرب النبيذ فإنه ممكن ولكن يصبح شاربا عند عز في معصية ويجب عليه طلب الغفران إن الطريق القيام بالأعمال الخيرية. Bonaparte élude, ne donnant pas suite à ce projet de conversion à l'islam, mais saisit cependant une occasion de montrer son attachement aux traditions locales avec la fête du Nil, le 18 août, qui célèbre chaque année la rupture de la digue à l'embouchure du canal du Caire. L'inondation fut beaucoup plus forte que celle des années précédentes. C'est une reconnaissance divine de notre présence. Les places publiques du Caire devinrent des lacs, les rues des canaux. Près de 200 000 personnes couvraient les deux rives du fleuve pour fêter l'événement. Mais malgré son enthousiasme, il ne convainc personne, ni les Français, ni les Égyptiens. Nous célébrons ici avec enthousiasme les fêtes de Mahomet. Nous trompons les Égyptiens par notre simulé attachement à leur religion, à laquelle nous ne croyons pas plus qu'à celle du pape. أن الفرنسيين يخفون مشاعرهم باقتناء من أجل أن يخطئون أحسن الخداع. أن هؤلاء هم في نفس الوقت معارضون للمسيحيين ومعارضون للمسلمين والواضح جيدا لمن يلاحظهم أن الماديون ويعلؤون طاعتهم للطبيعة ويطعون للعقل الإنساني موضعا فوق الشيء الآخر. Et donc il y a ce malentendu qui s'installe. À force de vouloir se présenter comme un ami de l'islam, Bonaparte se vante d'avoir été jeté le pape en prison. Et du coup, les musulmans se méfient en disant « mais peut-être que cet homme ne croit pas en Dieu ». Mais Bonaparte insiste, et l'amitié franco-musulmane va avoir une nouvelle occasion d'être célébrée avec le 1er Vendémiaire, anniversaire de la République. Sur la place de l'Esbékia, un arc de triomphe a été construit, ainsi qu'un obélisque de bois et de toile. J'ai fait unir les couleurs françaises aux couleurs turques. Le bonnet de la liberté et le croissant. La table des droits de l'homme et l'Alcoran. Nous levâmes nos verres en l'honneur de la République, de l'esprit des Lumières, de l'expulsion des Mamelouks, du bonheur du peuple égyptien. لقد ألقوا بكل الجرعة لافتة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمدا رسول الله. Bonaparte peine à convaincre, car il résonne en athée viscérale.
et sous-estime la puissance de la foi et la spécificité prosélyte de cette religion qu'il veut instrumentaliser pour organiser avec rigueur le pays. C'est véritablement un homme qui organise des conseils, qui organise des commissions de finances, qui organise des commissions d'approvisionnement. Et au fond, c'est effectivement un peu le banc d'essai de ce qui va se passer plus tard en France, parce que Bonaparte y applique, au fond, des principes qui sont des principes de consensus dans l'esprit du temps. Mais cette organisation moderne de Bonaparte vient heurter les sensibilités et les habitudes de la population et creuse encore plus un gouffre culturel déjà béant. Ainsi, sa décision de faire détruire les portes séparant les quartiers du Caire pour améliorer le contrôle de la ville. Une mauvaise humeur s'installe donc, qui, attisée par les chefs mamelouks en fuite, va prendre de l'ampleur, jusqu'à éclater en une sanglante insurrection. Que Dieu fasse triompher l'islam! C'est à ce cri qu'a éclaté l'insurrection. Tout a commencé à la demeure du général Caffarelli, où 3 de nos ingénieurs ont été assassinés lâchement par une foule déchaînée. Du matériel scientifique a été détruit, dont des télescopes. L'Institut est menacé. Certains savants envisagent de se mettre à l'abri au quartier général de l'armée. Mais pour Monge, hors de question d'abandonner la bibliothèque, le laboratoire et les collections. قتل الجنرال ديبوي مما جعل الفرنسيين في حالة الغضب الأعظم ولكن جموع الناس كانت منتشية من شجاعة وتركت العنان لنفسها لكل التصرفات الخارجة عن الحدود مثل النحب والسرقات. Jamais je ne tolérerai la violence populaire. Je l'ai vue à l'œuvre dans toute son horreur, aux Tuileries, le 10 août 1792. Louis XVI n'a pas eu le courage de faire tirer sur la foule. Moi, je n'hésite pas. Au moment de la révolte du Caire, Bonaparte ordonne une reprise en main de la situation de façon extrêmement brutale. Il prend des décisions qui sont les décisions de l'époque. Il faut tirer sur la foule, tirons sur la foule. C'est sur la mosquée d'Al-Azhar, où se sont réfugiés les insurgés, que se concentre la répression. À coups de canon, d'abord. Puis c'est à la baïonnette que les grenadiers vont déloger les derniers insurgés après une violente fusillade. لقد حطموا المصابيح وخزائن كتب الطلاب وأحرقوا نسخا من القرآن ودنسوا المكان بالبراز والبول والبصاق بالوصل بحمل عمرو إن الشرب النبيذ بداخله. Bilan désastreux de cette insurrection, 250 Français morts et près de 5000 victimes égyptiennes. Mais Bonaparte a maté la révolte et peut enfin se consacrer à ses grands projets. Parmi les missions confiées à Bonaparte par le Directoire, la plus visionnaire était sans doute celle de l'étude du percement d'un canal entre mer Rouge et mer Méditerranée. C'est quand même très notable de voir que dans l'esprit des politiques français de l'époque, qui préparaient l'expédition, le but de percer un canal était présent. Bonaparte, en personne, est allé avec les savants et un bataillon de soldats inspecter le désert vers Suez, où avait existé, du temps des pharaons, un canal qui permettait à de petits bateaux, via le Nil, de faire la jonction entre les deux mers. Le but, donc, trouver les vestiges de l'antique canal. Bonaparte prend donc la tête d'une caravane de 400 dromadaires, transportant vivres et eau en direction de Suez pour explorer le désert. C'est moi le premier qui ai repéré les anciens vestiges du canal. Nous nous sommes engagés dans son lit, où l'on peut voir encore des débris de maçonnerie. Bonaparte se sent pousser des ailes, loin des soucis du Caire et face aux vestiges millénaires, prémisse d'un projet visionnaire dans la droite ligne de ses ambitions à long terme. Faire renaître ce canal est une entreprise admirable. Les communications entre l'Occident et l'Orient seraient bouleversées. Et celui qui en détiendrait les clés aurait un atout stratégique et commercial majeur. Même si ce canal devait coûter 30 millions de francs, ce ne serait rien comparé à ses avantages.
puisqu'il permettrait de relier l'Europe aux Indes sans contourner l'Afrique. Lors de cette expédition, j'ai eu l'occasion d'observer les dromadaires. Ils m'ont étonné par leur performance, vitesse, endurance, et surtout leur très faible besoin en nourriture et en eau. J'ai donc décidé, dès mon retour au Caire, de créer un régiment de dromadaires. Décidément, notre général pense vraiment à tout. Des dromadaires pour remplacer les chevaux. Et pour le canal, dès son retour de Suez, il a confié à Jacques-Marie Lepère l'étude de son percement, en venant nous voir en personne, à l'Institut d'Égypte, pour en débattre. L'Institut d'Égypte, depuis sa création à l'arrivée au Caire, est devenu une véritable cité scientifique, installée dans 4 palais contigus appartenant à des mamelouks en fuite. Et les savants français y travaillent d'arrache-pied. Bientôt, nous eûmes une bibliothèque, un observatoire, un laboratoire de chimie, des cabinets de physique, d'histoire naturelle, des ateliers de mécanique, une ménagerie, un jardin botanique et même un petit musée archéologique. L'Institut d'Égypte constitue un véritable foyer de lumière et d'amitié. Bonaparte veut aussi se servir des sciences pour impressionner les Égyptiens en leur démontrant la supériorité technique française. Par exemple, en faisant voler des montgolfières dans le ciel du Caire. Impressionner, ça faisait partie de la tactique bonapartiste. Impressionner. Lorsqu'il arrive en Égypte, il veut éclairer la population pour la rallier, évidemment. Il veut lui montrer l'intérêt de travailler, de collaborer avec les Français. Et donc, regardez, nous volons, regardez, nous savons moudre les grains mieux que vous, regardez, nous savons faire des travaux hydrauliques. Pour dire vrai, nos braves Égyptiens ont été plus impressionnés par nos brouettes que par nos montgolfières. Mais j'ai persévéré. Et donc, il va essayer de rallier les élites égyptiennes à son projet. Alors, il fait venir dans les laboratoires qu'il a créés quelques lettrés qui viennent voir, assister à des expériences. Et ces gens-là, évidemment, ils sont fascinés par les démonstrations que font les savants. Alors, une montgolfière, la maquette d'un futur canal, des maquettes de barrages, des expériences sur l'électricité. اعترفوا أنني كنت في آية اندهاش ولكن البعض منا أكد أن هذا كان ضربا من السحر وعمل أعمال الشيطان. Pour les plus traditionalistes et en particulier pour le clergé, tout ça c'est de la magie et de la sorcellerie. Mais pour beaucoup de jeunes Égyptiens qui aspirent à la modernité, ils se rendent compte qu'il faut s'ouvrir au monde. C'est un choc de culture. Incontestablement, c'est le premier choc et un choc violent. L'Égypte, à ce moment-là, est un pays très fermé. Ils se demandent que viennent faire ces gens-là chez eux, avec tous ces moyens, toute cette débauche de technique. L'Égypte moderne commence par l'expédition de Bonaparte. Et quand on lit les chroniqueurs de l'époque, Jabarti et Nicolas Turc, eh bien pour eux, il y avait une certaine fascination. حتى الناس العاديين كان بإمكانهم الحضور والاطلاع على الكتب في المجمع العلمي بما فيهم المسلمون وكان يتم استقبالهم بالكلام الطيب والابتسام. Ils sont stupéfaits de voir des Français connaître l'arabe. لقد بلغ الأمر أن بعض الفرنسيين يعتلمون الثورة القرآنية. Il allait à la bibliothèque très souvent, au laboratoire très souvent. Et c'est là, à ce moment-là, où il a saisi le clivage énorme qui séparait l'Orient de l'Occident. اعترفوا أنني قد تجاوزت الريبة التي كان عندي في بادئ الأمر تجاه هؤلاء الغزاة كفرة. في الواقع أن ما يحملون علينا بديء. مكتبتهم، تطبيقاتهم العملية وتجاربهم العلمية. Bonaparte aime aussi sortir ses savants et décide de les emmener en excursion voir les pyramides.
Arrivé au pied de la plus haute, Khéops, je leur ai proposé un défi. Qui arrivera en haut le premier? À mon grand étonnement, ce fut Monge malgré ses 50 ans. Et nos savants en ont profité pour mesurer l'édifice. 137 mètres de haut. Cette étude des monuments égyptiens passionne les Français, et particulièrement Dominique Vivant-Denon. Monsieur Vivant-Denon me harcèle pour aller courir les temples. Eh bien, laissons-le faire, nous aurons la paix. Je l'ai donc autorisé à rejoindre l'armée de Dessay en Haute-Égypte, où Mourad Bey et les princes mamelouks représentent toujours une menace. Il faut donc les poursuivre et occuper la Haute-Égypte. Bonaparte envoie une armée et Vivant-Denon qui est un esthète, demande à Bonaparte l'autorisation d'accompagner cette armée. Dans la première partie de la campagne, il n'y a pas d'autorisation du général en chef d'aller s'occuper des temples, des antiquités égyptiennes, etc. Bien au contraire. Il y en a un seul qui embête tout le monde, c'est Dominique Vivant-Denon. La traque de Mourad Bey était une excellente opportunité pour moi d'aller en Haute-Égypte. J'allais pouvoir fouler une terre fermée depuis 2000 ans à tout Européen. Et Vivant-Denon va donc, sous la protection d'une armée, aller un peu en éclaireur en Haute-Égypte et être le premier à découvrir des choses stupéfiantes. Tous ces temples à moitié enfouis dans le sable, toutes ces merveilles. Jusque-là, les voyageurs ne s'éloignaient guère du Nil et de leurs bateaux, de peur d'être attaqués. Vivant-Denon, lui, a l'opportunité de visiter l'Égypte sous la protection d'une armée. J'avoue avoir été un peu surpris de voir débarquer un civil au milieu de mon armée en campagne. Je l'ai confié au général Belliard, qui l'a pris sous son aile. Monsieur Vivant-Denon s'est avéré un excellent compagnon, à la conversation fort enrichissante. Et il était incorporé dans le corps de l'armée française, donc quand il allait dans le sud ou sur le champ de bataille, il n'avait pas le temps de dessiner. À mon grand désespoir, de nombreuses fois je n'ai fait que passer à vive allure devant des merveilles, que les circonstances de la traque de Mourad Bey m'interdisaient d'explorer plus à fond. Mais bientôt, c'est l'éblouissement, avec la découverte du fameux zodiaque, ce planisphère du temple de Dendera. Puis, 2 jours plus tard, quand l'armée de Dessay arrive en vue de l'ancienne Thèbes, Vivant-Denon découvre les constructions pharaoniques. Éblouissant. D'autant que, devant cette puissance, cette surabondance de moyens, j'avais du mal à imaginer qu'un gouvernement ait été capable de trouver des hommes aptes à le concevoir, l'exécuter, le décorer. Chose incroyable, les soldats fascinés battirent des mains, comme si l'occupation des restes de cette capitale eût été le but de la conquête de l'Égypte. Quand il arrive à la hauteur de Thèbes, Luxor, c'est toute l'armée qui l'accompagne et qui est saisie d'admiration. Et Vivant-Denon dessine. À peine sortais-je mon carton à dessin que je trouvais dans le complaisant enthousiasme des soldats des genoux pour me servir de table, des corps pour donner de l'ombre. Le crayon à la main, devant cet incroyable spectacle, il me manquait des yeux, des mains et une tête assez vaste. La vue de l'ancienne Thèbes des pharaons m'a guéri de toutes mes fatigues. Quoi qu'il puisse en être pour moi de la suite de cette expédition, je m'applaudirai toute ma vie de l'avoir faite par les souvenirs que me laissera éternellement cette journée. Finalement, peut-être Monsieur Vivant-Denon a-t-il plus fait à ma gloire que toutes les batailles gagnées et tous mes généraux d'armée. J'avais voulu pour cette campagne d'Égypte m'accompagner de savants pour aider l'armée et la colonisation. Mais c'est d'une nouvelle science dont elle a accouché.
Mais Bonaparte a d'autres choses à penser que les merveilles de la Haute-Égypte. Il s'est lancé dans la conquête de la Syrie via la Palestine. Il prend Gaza et Jaffa, mais son élan va se briser sur les murs de Saint-Jean d'Acre. From a shortage of siege artillery, which I took from them when I captured their ships, Saint-Jean d'Acre was unobtainable, even for Bonaparte, despite the sacrifices of his men. Et en effet, malgré plusieurs assauts menés avec un courage incroyable, les troupes françaises échouent à prendre Saint-Jean d'Acre. C'est vrai. J'ai dû me résoudre à faire demi-tour. Dommage. Saint-Jean d'Acre enlevé, l'armée française volait à Damas et à Alep. Elle eût été en un clin d'œil sur l'Euphrate. Les chrétiens de la Syrie et de l'Arménie se fussent joints à elle. J'aurais atteint Constantinople et les Indes. J'eusse changé la face du monde. Il voulait aller sur les traces d'Alexandre le Grand jusqu'en Babylonie. Mais pour franchir l'Égypte et aller jusqu'en Babylonie, il fallait traverser la Palestine. Il n'a pas pu. À peine Bonaparte est-il rentré de Palestine que, soutenu par les Anglais, la flotte turque, avec des effectifs considérables, prend pied à Aboukir et les garnisons françaises sur place sont massacrées. J'ai décidé de passer immédiatement à l'attaque. Car moi, j'avais l'avantage de la cavalerie. 1 millier de cavaliers. Et cela va faire la différence grâce à Murat, qui dans une inspiration de génie crée la panique en lançant une charge de cavalerie qui le mène jusque dans la tente du commandant en chef turc, Mustapha Pacha. Mer et plages sont jonchées de cadavres. Tout l'état-major ottoman est fait prisonnier. Seuls les conseillers anglais ont réussi à fuir à temps. We made a very narrow escape. Bonaparte paid me back in kind for what happened at Saint-Jean d'Acre. Au soir de la victoire, Kléber s'est écrié « Général, vous êtes grand comme le monde, mais le monde n'est pas assez grand pour vous. » Malgré l'admiration de Kléber, cette magnifique victoire n'efface pas son échec devant Saint-Jean d'Acre. Et Bonaparte se rend bien compte que la grève française en terre égyptienne et musulmane ne peut pas prendre. Que de se présenter en envoyé d'Allah pour obtenir la paix sociale égyptienne ne suffit pas. Là, il voit bien que le rêve d'Empire d'Orient se fracasse. Il reconfigure toute son approche intellectuelle et à partir de là, il cherche la porte de sortie. Les pensées donc de l'aventurier Napoléon Bonaparte à la recherche d'horizons pour fonder son empire se concentrent principalement sur la France, d'où proviennent des nouvelles alarmantes. While we were exchanging prisoners, both French and English, it gave me great satisfaction to send him a bundle of documents describing the dispersal of French armies all over the European fronts. Ces avocats qui nous gouvernent sont des incapables. Les armées russes et autrichiennes ont battu Jourdan sur le Danube, Scherer sur l'Adige, Moreau sur l'Adda. Tout le fruit de nos victoires a disparu. La Constitution même est menacée. Il faut que je rentre en France. Napoléon a eu effectivement la connaissance de tout ça. Mais il y a aussi sa propre personnalité, sa propre stratégie générale. Napoléon sent bien que les délices du pouvoir égyptien ne l'intéressent beaucoup moins, et donc son idée, c'est qu'il faut rentrer. Bonaparte est impatient de retourner en France. Il a eu des informations, il sent que le directoire est très affaibli, que c'est peut-être le moment de prendre le pouvoir en France. The sly fox is trying to escape from his own Egyptian trap. Very well. I am convinced that without their charismatic general, the French will not last long in Egypt. And I know, from a very reliable source, that Admiral Ganteaume is preparing 2 frigates. Le Carrère et la Muiron sur laquelle embarque Bonaparte. Plus de 400 militaires, marins et civils sont du voyage. Lannes, Murat, Marmont, Monge, Vivant-Denon et sa garde personnelle de 200 hommes, dont il aura besoin pour prendre le pouvoir à Paris.
Oui, j'arriverai à Paris. Je chasserai ce tas d'avocats pourris, incapables de gouverner la République. Je me mettrai à la tête de l'État. Je rallierai tous les partis. Il va échapper une fois de plus aux Anglais en Méditerranée. Il sera accueilli en héros, précédé de sa légende égyptienne en France. Le 9 octobre, il débarque à Saint-Raphaël et à peine quelques heures plus tard, il est déjà dans une diligence qui fonce sur Paris. C'est une montée triomphale jusqu'à la capitale. Et rafler la mise en quelque sorte, c'est-à-dire à partir de ses succès en Égypte, apparaître l'homme providentiel. Bonaparte s'est adapté aux circonstances. Il va en Égypte, il part avec curiosité et enthousiasme. Sur place, il se découvre un petit peu sultan d'Égypte. Il rêve à un moment de devenir empereur d'Orient. Il s'adapte, il revient en France, et c'est la France qui l'intéresse essentiellement. Où il est fort, c'est qu'il a, pendant un an, fait vivre l'image de la victoire des pyramides, alors qu'après les pyramides, en fait, il y a surtout eu des échecs. Napoléon n'est pas né chef d'État, il l'est devenu. Et surtout, il a goûté le pouvoir, il en a vu à la fois les délices, les difficultés et la nécessité d'y passer du temps. En Italie, il avait déjà commencé son apprentissage de chef d'État. En Égypte, il va rencontrer d'autres difficultés, ce qui va encore, lui permettre de développer à la fois sa connaissance, son aptitude et presque son imagination créatrice. C'est Bonaparte qu'on a envoyé en Égypte. Il y a fait son expérience de chef d'État. Et c'est Napoléon qui revient en France. C'est Napoléon qui revient prendre le pouvoir. Quand nous apprîmes le départ du général, ce fut la consternation. Nous nous sentîmes abandonnés. Kléber était fou de rage de n'avoir pas été mis dans la confidence et de se retrouver chargé du lourd fardeau de la colonie. Mais sans doute, le général savait ce qu'il faisait. En effet, Bonaparte organise son coup d'État du 18 Brumaire et ainsi, ayant par son génie militaire été maître de l'Italie, puis de l'Égypte, il devient par son génie politique maître de la France, puis de l'Europe, pour une quinzaine d'années. Mais Bonaparte n'oublie pas pour autant l'Égypte, qui reste au cœur de ses pensées à travers les symboles de son pouvoir, et ses savants et artistes, à qui il demande de compiler leurs observations en une œuvre colossale, magistrale, en 20 volumes. La description d'Égypte, dont la première édition, impériale, paraîtra en 1809 et qui sera sans doute l'un de ses plus beaux titres de gloire.